Voici un homme dont le nom résonne à travers les siècles, à travers les civilisations. Ibn Sina, que nous connaissons mieux sous le nom d'Avicenne. Dans la Perse médiévale, à la fin du Xe et au début du XIe siècle, il a su se placer au carrefour de l'héritage antique et de la science de son temps. Il a su regarder vers l'Orient et vers l'Occident, vers le passé et vers l'avenir. Médecin, philosophe, poète, musicien, mais aussi conseiller des princes, sa pensée rayonne bien au-delà de la Perse, bien au-delà de son siècle. Son canon de la médecine, œuvre de sa vie, est une somme qui fait le point sur le savoir médical de son temps, sur l'art de soigner ou de rester en bonne santé. Il y prône l'hygiène du corps et des vêtements, de l'habitat et du tempérament, et la grande attention apportée au choix des boissons et des aliments, à la qualité du sommeil aussi, surtout pas d'excès, et un peu d'exercice, oui, l'activité physique, ça a du bon, la vie saine quoi. Cette semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, 4 figures de l'histoire du soin et de la médecine. Nous avons déjà croisé Adrien Loire, le neveu de Pasteur, Angélique Ducoudray, mère de la professionnalisation du métier de sage-femme. Demain, nous irons à la rencontre d'Adrien Proust, le père de Marcel. Des émissions que vous pouvez réécouter en ligne sur le site internet franceculture.fr ou bien en podcast, la balado-diffusion. Et puis, vous pouvez nous rejoindre pour commenter ces émissions et suivre l'actualité de l'émission et de l'histoire sur le groupe Facebook Le Cours de l'Histoire. Et aujourd'hui, partons à la rencontre d'Avicenne, un des pères de la médecine, avec vous, Joël Chandelier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en histoire médiévale à l'université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis. Vous êtes l'auteur d'une thèse intitulée La réception du canon d'Avicenne, médecine arabe et milieu universitaire en Italie avant la peste noire. Dites-nous, Joël Chandelier, c'est étonnant toujours de se dire nous nous trouvons en Italie avant la peste noire, donc nous sommes avant le XIVe siècle et il est déjà question d'Avicenne. En fait, Avicenne est un personnage de notre civilisation aussi. En fait, il dépasse simplement ce monde perse dont il est issu. Oui, tout à fait. Avicenne est un auteur qui est tout aussi célèbre et connu et qui a été tout autant utilisé dans le monde islamique, médiéval et même au-delà, mais aussi dans le monde latin, jusqu'au XVIIe siècle. C'est un auteur qui a été traduit dès le XIIe siècle en latin. Et à partir de cette traduction, c'est un texte qui a été utilisé systématiquement dans les universités, dans les classes, pour les médecins. Et c'est vraiment devenu une figure, presque d'ailleurs légendaire, au sein du monde médical occidental. Donc c'est vraiment un auteur qui fait partie de notre civilisation, tout autant qu'il fait partie d'autres civilisations, et on ne doit pas du tout le considérer comme quelqu'un un peu d'extraordinaire ou de bizarre. Oui, Avicenne, en plus, c'est un nom qui résonne. Avicenne fait partie de ces personnages de l'histoire de la médecine que nous connaissons. Et vous évoquiez, Joël Chandelier, ce rayonnement qui vraiment touche notre civilisation, qui nous touche encore aujourd'hui. Et il y a quelque chose d'étonnant. En cherchant dans les archives, nous avons trouvé ça. Il y a vraiment ce millénaire fêté autour de la personne d'Avicenne. C'était en 1954. Alors, dites-nous, quel est ce millénaire? C'est le millénaire de la naissance d'Avicenne. Mais enfin, ça correspond pas parce qu'il est né, en 980. C'est pas notre millénaire à nous. Il y a des décalages. Oui, c'est parce que, comme évidemment, Avicenne était musulman, et donc vous savez tous que le calendrier du musulman est un calendrier lunaire, et donc est un peu plus court que le calendrier que nous utilisons nous, qui est un calendrier solaire. Il y a un peu plus d'une dizaine de jours de décalage, et le résultat, c'est que 1000 ans dans ce calendrier, ça atteint non pas 1980, ce qui était le cas pour nous, mais dans les années 50. Et donc, il y a eu un premier millénaire Avicenne fêté dans tout le monde musulman et au-delà, dans le monde occidental aussi, autour d'Avicenne, et ça a eu un écho très très important dans le monde entier. Eh bien justement, pour ce millénaire de la naissance d'Avicenne, un colloque était organisé. C'était le 14 mai 1954 dans l'amphithéâtre Richelieu à la Sorbonne et prenait la parole Louis Pasteur-Valéry Radaud, le petit-fils de Louis Pasteur, le directeur de l'Institut Pasteur, grande figure du monde de la science des années, alors du début du XXe siècle, mais jusqu'aux années 1950, qui évoquait la Perse au temps d'Avicenne lors de ce discours à la Sorbonne. Génie exceptionnel, Avicenne embrassa toutes les connaissances humaines. Il excella aussi bien en sciences qu'en philosophie, en art oratoire qu'en politique. Mais c'est surtout comme médecin qu'il donna toute sa mesure.
Jusqu'au XVIIIe siècle, la médecine, en Occident comme en Orient, fut tout imprégnée de l'esprit d'Avicenne. Depuis le Moyen Âge jusqu'au temps moderne, son canon fut la base de l'enseignement médical dans les universités de France, d'Italie, d'Espagne. Avicenne naquit près de Boukhara à la fin du Xe siècle, ce siècle si glorieux pour la Perse. Alors la nation persane donna au monde le grand médecin Razis, le prodigieux poète épique Ferdowsi, le sublime philosophe Farabi, le délicieux poète lyrique Roudaki. Louis Pasteur, Valérie Radeau, lors d'un colloque organisé en mai 1954 à la Sorbonne pour le millénaire de la naissance d'Avicenne. Joël Chandelier, quand nous écoutons ce qui est dit autour de ce personnage d'Avicenne, nous sentons presque un hommage. Et puis, il faut le rappeler, ce contexte perse, Avicenne naît dans un monde très particulier, fin Xe siècle, il n'est pas né vraiment dans des pays qui existent aujourd'hui, c'est l'Ouzbékistan, en fait, voilà. Mais à ce moment-là, c'était la Perse. Quel est cet univers dans lequel naît Avicenne ? Alors Avicenne, Avicenne, c'est le fils d'un fonctionnaire relativement important de l'administration locale, qui est une administration d'une dynastie qui s'appelle la dynastie des Samanides, et qui est précisément une dynastie musulmane, bien sûr, mais perse. Et donc Avicenne est déjà dans l'entourage politique assez proche, puisque, comme je dis, son père joue un rôle important, et il a donc accès à tout un milieu de culture, puisque les Samanides étaient protecteurs de la culture, de même que beaucoup d'autres souverains de l'époque, car ils considéraient, dans une tradition qui remonte déjà au calife, que protéger la culture, protéger la science, c'est faire acte politique, c'est quelque chose de fondamental pour la légitimité du souverain. Et donc Avicenne naît en fait dans un contexte privilégié, on peut dire. Alors, il a un accès à la culture, à l'éducation, à des bibliothèques, au pouvoir aussi, et ça va être une marque de toute sa vie. Il va toujours osciller entre être proche du pouvoir, parce que c'est nécessaire pour avoir accès à la culture et pour épanouir, disons, sa pensée, et le monde intellectuel, les étudiants, les élèves, et la réflexion théorique. Comment Avicenne en arrive à s'intéresser à la médecine, au sens où il est médecin, bien sûr, mais sans doute, à la fin du Xe siècle, dans le monde perse, la médecine ne se conçoit pas comme nous l'appréhendons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est plus savant, penseur, curieux que simplement médecin. Oui, alors Avicenne, c'est un personnage qui a vraiment traité de toutes les disciplines scientifiques. Donc il est médecin, mais il est aussi astronome, philosophe, bien sûr. Et alors ce qui est génial avec Avicenne, c'est que c'est un des rares auteurs pour lesquels on a une autobiographie. En fait, au cours de sa vie, il a rédigé une autobiographie qui s'arrête assez tôt dans sa vie, mais il raconte en fait toute sa jeunesse, et cette biographie a été continuée par un de ses élèves après sa mort, donc on sait exactement les différentes étapes de sa vie, et évidemment racontée par son auteur, ce qui est proprement exceptionnel. Et donc Avicenne nous raconte comment il a appris la médecine dans cette autobiographie, et c'est très drôle parce qu'on voit tout de suite en lisant le texte que c'est quand même quelqu'un qui avait une haute estime de lui-même, et il raconte donc qu'il apprend petit à petit toutes les sciences avec différents maîtres qu'il considère comme plus ou moins doués. En fait, assez vite, il dit qu'il surpasse ses maîtres dans l'enseignement. Et donc il apprend avec eux la logique, il apprend l'astronomie, les mathématiques, et puis dit-il, autour de 16 ans environ, en passant, en gros dans son temps libre, parce qu'il avait un peu de temps, probablement après ses études philosophiques, il dit « J'ai appris la médecine en passant, parce que ce n'est pas une science difficile, et donc très vite, je l'ai totalement maîtrisée, et dit-il, à tel point que avant donc ses 18 ans, j'étais capable de donner des leçons aux médecins locaux. » Donc ça, évidemment, il y a peut-être, même probablement, une part d'exagération. C'est vraiment un personnage qui n'hésitait pas du tout à se mettre en avant, Avicenne, qui avait une très très haute estime de lui-même. Mais il l'apprend, dit-il, vraiment en passant. C'est-à-dire que ça n'a jamais été, en tout cas, d'après ce qu'il dit, au cœur de son apprentissage. Mais ça n'empêche pas que très tôt, il est reconnu, en tout cas, c'est ce qu'il nous dit, comme un excellent médecin, et qu'il va être appelé par des souverains pour devenir médecin personnel de ces souverains.
Joël Chandelier, dans la vie d'Avicenne, il y a des anecdotes, et notamment ce moment où, à l'âge de 16 ans, il soigne l'émir de Boukhara. Alors, personne n'arrive à trouver la cause de cette maladie. Avicenne arrive, et puis il trouve, c'est parce que la coupe, en fait, est faite de plomb ou d'un métal, en fait, qui pose problème. Et ce type de légende construise évidemment le personnage. Quelle foi peut-on apporter à ces légendes? Il y a une construction, évidemment, autour de personnages comme Avicenne, mais malgré tout, la trace de l'anecdote est intéressante parce que elle veut dire quelque chose, et puis l'historien cherche à savoir les vrais éléments biographiques. En fait, il y a beaucoup de légendes autour d'Avicenne. Oui, alors la question de savoir est-ce que, parce que dans sa biographie, effectivement, de son autobiographie, puis dans la biographie de son élève, il y a un côté hagiographique. C'est vraiment la présentation du savant idéal, du médecin parfait, etc. Et presque systématiquement, effectivement, il réussit à s'introduire auprès des grands souverains parce que ces souverains sont malades. Enfin, c'est l'anecdote que vous venez de raconter, et lui seul peut les sauver. Alors, est-ce que c'est vrai? En fait, on peut pas savoir. Beaucoup d'historiens en doutent. On pense disons que c'est un peu enjolivé, mais il est quand même certain qu'il a été médecin de prince, et que même si probablement la pratique médicale n'a jamais été au cœur de son activité, c'était pas un médecin qui du matin au soir était à l'hôpital ou travaillait pour soigner telle ou telle personne. C'est quelqu'un qui soignait ponctuellement, comme ça, avec ses connaissances essentiellement livresques. Mais quand on regarde ce qu'il a écrit, on voit quand même que parfois il mentionne des expériences qu'il a pu faire, des médicaments qu'il a testés. Donc, il y a probablement une bonne part d'exagération. Et puis, c'est un topos classique dans le monde musulman de l'époque, du médecin qui s'impose par sa gloire. On retrouvait déjà ce genre de choses chez Galien, qui souvent mettait en scène ses propres succès par rapport aux autres médecins incapables de l'égaler. Donc, il y a toute cette mise en scène, ce topos littéraire qui est nécessaire, mais on peut pas du tout exclure qu'il est réellement, enfin on le sait, au moins dans certains cas, qu'il est réellement pratiqué la médecine, même si en fait ça n'a jamais été vraiment au cœur de son travail. Avec ce paradoxe étonnant, c'est qu'Avicenne, c'est vrai qu'aujourd'hui, se résume dans l'image du médecin absolu. Joël Chandelier, vous parlez de cette culture livresque. Vous avez cité Galien. Galien, donc médecin, mais de l'Antiquité. Et tout de suite se pose la question pour ce monde perse, à la fin du Xe siècle, au XIe siècle, sur la transmission des savoirs. Avicenne disposait de livres. Quels étaient ces livres? Alors Avicenne, il y a deux éléments pour un grand penseur. C'est à la fois le génie personnel, et il ne s'agit pas du tout de nier, Avicenne est un génie, et il suffit de le lire pour s'en rendre compte, mais il naît aussi dans un moment précis qui lui permet d'exprimer son génie d'une certaine manière. Et donc Avicenne, comme vous l'avez dit, il naît vers la fin du Xe siècle. Or, c'est la fin d'un long mouvement de traduction qui a commencé dès le 8e siècle et qui s'est poursuivi tout le long du 9e et encore au 10e siècle, traduction de nombreux textes grecs et même persans, indiens, en langue arabe, qui ont donné accès aux savants et aux philosophes arabes, ou arabophones plutôt, puisque Avicenne lui-même n'est pas arabe, il est persan, arabophone donc, accès à toute la science grecque. Et donc Avicenne, dans quel livre a-t-il fait ses études? Eh bien, quand il a appris les mathématiques, il nous dit « j'ai lu les éléments d'Euclide ». Quand j'ai appris l'astronomie, j'ai lu Ptolémée. Quand j'ai appris la philosophie, c'était Aristote. Et pour la médecine, j'ai lu Galien. Donc, en fait, sa culture, elle est très profondément marquée par la science grecque, qui était de son temps la science normale du monde islamique, évidemment avec des apports propres au monde islamique, persan, indien, arabe, et puis tout ce que les auteurs avaient pu déjà écrire. Mais voilà, il a à disposition énormément de textes, de documents et des commentaires aussi sur ces textes qui ont déjà été rédigés. Et d'un point de vue purement matériel, à Boukhara, il a accès à la bibliothèque de l'émir local, et il va avoir tout au long de sa carrière accès aux livres grâce au patronage des grands souverains. Et il faut souligner la situation de la Perse dans le monde. Il y a vraiment cette notion de carrefour. Joël Chandelier, vous le dites bien. Donc, nous sommes pas loin de l'Occident, de la Méditerranée, héritage antique. Et puis, il y a différentes cultures. La culture indienne. On pourrait même évoquer éventuellement la médecine chinoise qui n'est pas loin, ou en tout cas qui arrive via d'autres traducteurs, d'autres passeurs. Vraiment, ce monde perse est un monde particulier aussi parce que il se situe dans une situation de carrefour.
Oui, et d'ailleurs, il y a un autre exemple tout à fait contemporain d'Avicenne. C'est un autre grand penseur qui s'appelle Al-Biruni, qui est un grand savant, qui est originaire d'une région enfin, très, très, très proche. Lui aussi était proche de Boukhara, quasiment contemporain. Il doit avoir 7 ans de plus qu'Avicenne. Et Al-Biruni a fait une description de l'Inde. Il s'est intéressé aux sciences de l'Inde, à la culture indienne. Donc, c'est un persan aussi, de la même région qu'Avicenne. Et voilà, cette curiosité l'amenait vers l'Orient. Alors, une petite anecdote marrante, c'est que Avicenne, dans sa jeunesse, a commencé une correspondance avec Al-Biruni. Et ils se sont tout de suite détestés. Ils se sont envoyés des lettres d'insultes assez rapidement parce que tout simplement ils étaient en concurrence. C'était les deux grands esprits de la région un peu débutants. Ils avaient une vingtaine d'années et donc très vite ils se sont retrouvés en concurrence pour avoir accès au patronage, au mécénat. Et donc, ces deux grands auteurs ne se sont pas du tout bien entendus. Mais ça montre en fait, voilà, cette émulation, ces débats, ces concurrences sont la preuve que voilà, il y a un terreau très fertile en Perse à cette époque. C'est l'époque de la renaissance culturelle perse avec aussi Firdassi qui produit une épopée littéraire. Donc, il y a vraiment un milieu culturel très favorable à l'expression d'un génie comme celui d'Avicenne. C'est dans ce milieu culturel, dans ce carrefour que se développe la pensée d'un des plus grands médecins de l'histoire, Avicenne. Le plus grand des médecins enseigne ici, Avicenne. Face au fléau. France Culture. Ils meurent tous sous nos yeux. Face aux ténèbres. Le cours de l'histoire. En suis-je vraiment capable ? Il est temps de révéler ton secret. Il devra répandre la lumière. Xavier Mauduit. Un extrait du film l'oracle de Philippe Stoltz en 2013. Alors là, nous sentons vraiment le grand péplum, mais qui rend hommage à Avicenne. Dites-nous, Joël Chandelier, vous êtes spécialiste de la transmission du savoir, comment Avicenne est arrivé en Europe. C'est un élément qui vient régulièrement en tête. L'Occident avait perdu la culture antique ou l'avait mise de côté et puis grâce aux Arabes, elle nous revient ensuite. Peut-on dire que cela est vrai ou est-ce qu'on est un peu dans le cliché ici ? Alors, c'est vrai, pour l'essentiel, il y a aussi une part de cliché, ce qui n'est pas du tout en soi gênant, mais pour l'essentiel, c'est vrai. Alors, en fait, la culture antique n'a pas été complètement perdue au Moyen-Âge. Il y a encore des lectures de textes un peu philosophiques et scientifiques, mais disons l'essentiel n'a plus intéressé au début du Moyen-Âge les savants occidentaux. Et effectivement, cette culture grecque est revenue pour l'essentiel, pas uniquement, mais pour l'essentiel via des traductions de textes arabes, faits essentiellement en Italie, en Espagne, au XIe et XIIe siècle. Traduction de textes arabes qui étaient à la fois des traductions des textes grecs, qui avaient été d'abord traduits en arabe, puis retraduits en latin, mais aussi de textes arabes eux-mêmes, qui ont été traduits directement. Alors la question, c'est pourquoi on allait chercher ces textes arabes, alors que finalement, les textes grecs, ils existaient, ils étaient pas si loin que ça, dans l'Empire byzantin. Eh bien, la raison, c'est que, il y a deux raisons. Déjà, une raison de proximité et de contact. L'Italie, l'Espagne sont des régions qui ont été dominées par le monde musulman, notamment la Sicile, Al-Andalus. Et donc, il y avait des gens, après la reconquête chrétienne, qui étaient capables de maîtriser les différentes langues et qui donc étaient capables de transmettre, non pas du grec, qui était une langue peu connue en Occident, mais de l'arabe, où là, il y avait des populations bilingues, tout simplement. Et l'autre raison, eh bien, c'est que qui pratiquait ces disciplines au XIe et XIIe siècle, eh bien, c'était les Arabes. Et donc, on est allé chercher ceux qui les pratiquaient et non pas ceux qui les avaient produites plusieurs millénaires auparavant. Et donc, c'est ça, en fait, qui explique pourquoi ces savants occidentaux, et aussi, il faut le dire, il y avait des gens intéressés, c'est-à-dire que les textes ne sont pas traduits tout seuls, ça prend du temps, c'est difficile, il faut créer un vocabulaire. Et donc, il y avait en Occident une demande de savoir, et donc, tout à fait logiquement, on allait la chercher là où il était, et non pas là où il a été produit bien auparavant. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est tourné vers les textes en arabe. Avicenne est tout de suite un savant reconnu. Alors, il est reconnu en Perse, évidemment. Son rayonnement existe déjà de son vivant. Oui, de son vivant, il semble qu'il ait été extrêmement connu. On le sait par les correspondances qu'il recevait et des étudiants le contactaient de très loin parfois pour lui demander des conseils, des avis, et il leur répondait plus ou moins
selon le temps qu'il avait. On sait aussi qu'il a eu des polémiques avec des penseurs de son temps, qu'il considérait lui comme mauvais et qui eux-mêmes essayaient de se placer par rapport à lui. Donc il était déjà connu de son temps, mais sa gloire n'a fait qu'augmenter après sa mort via ses écrits, qui dans les siècles qu'on suivi, il y a tout un courant philosophique qui a duré, et philosophique et scientifique, qui a duré plusieurs siècles au-delà du Moyen-Âge, jusqu'à l'époque moderne et même jusqu'à l'époque contemporaine dans certaines régions. Donc dans le monde musulman lui-même, Avicenne est déjà un auteur qui a eu un succès énorme. C'est pas comme plus tard l'a été Averroès, un auteur non pas totalement oublié, mais disons qui n'a pas eu une influence énorme. Lui, il a eu une influence sur la philosophie, sur la science et même sur la religion, via en fait sa théologie, en tout cas sa vision de la religion. Donc c'est pas du tout un penseur secondaire redécouvert par l'Occident. C'est aussi un penseur très important dans le monde musulman. Eh bien justement, il va falloir un peu explorer ce que pouvait dire Avicenne et qui a tellement plu aux gens de son temps et puis à ceux qui ont suivi, c'est tout simplement parce que ces écrits, et même encore quand nous les lisons, nous interpellent directement. Souvent dans l'histoire des sciences, dans l'histoire de la médecine, il y a un décalage qui se fait. C'est-à-dire que la patine du temps ne réussit pas à tous les écrits de l'histoire de la médecine, mais pour Avicenne, il y a quelque chose de particulier. Je vous propose d'écouter une lecture d'un extrait du canon de la médecine, enfin ce poème, on peut le dire, parce qu'Avicenne est aussi un poète, une lecture par Daniel Königsberg d'un poème d'Avicenne, le poème de la médecine. En été, réduis la quantité d'aliments. Recherche les nourritures légères. Évite toute viande lourde. Préfère les légumes et les laitages, les poissons frais, les jeunes chevreaux et agneaux, les poulets, les poules, la chair des perdrix et des francolins, toutes les viandes assaisonnées de coriandre sous forme de ragoût, de sauce au verjus et de zirabag. Évite les aliments sucrés tels le habit, les omelettes au poireau, le blanc d'œuf. Ne dors pas trop longtemps, c'est nuisible à l'esprit. Ne veille pas trop, tes sens en seraient affaiblis. Il convient de prolonger le sommeil après un repas de digestion difficile ou après une indigestion. Ne dors pas trop quand tu as faim. Les vapeurs issues des humeurs te montraient au cerveau. Après le repas, dors la tête élevée pour que tes aliments prennent leur place au lieu de leur digestion. Joël Chandelier, Daniel Königsberg qui vient de nous lire un extrait d'un texte d'Avicenne, d'un poème consacré à la médecine, et nous sommes surpris quand nous entendons Avicenne. Donc là, nous sommes au début du XIe siècle et Avicenne qui nous dit qu'il faut réduire la quantité d'aliments, rechercher les nourritures légères, éviter les viandes lourdes. Il y a aussi un côté très pratique dans ce qu'il raconte. Oui, alors ce texte qui a été lu vient en fait d'un poème de la médecine. Donc c'est pas sa grande œuvre médicale qui est le Canon, qui est une encyclopédie. Là, c'est un ouvrage plus court, donc rédigé en vers, donc un vrai poème destiné aux médecins pour qu'ils se souviennent facilement, puisque la mémorisation est plus facile quand c'est en vers, des règles de la médecine. Et donc voilà, ce sont des règles données sans justification. Vous voyez bien qu'il n'y a pas d'analyse de ce qu'il faut faire. Et effectivement, ça nous paraît extrêmement moderne parce que la médecine, ces dernières années, en tout cas de ces dernières décennies, est beaucoup revenue, en tout cas a beaucoup plus insisté que peut-être au cours des siècles précédents, sur la prévention à travers l'hygiène, la diététique, enfin toute une série de choses pour protéger le corps et éviter qu'il tombe malade, alors que pendant assez longtemps, la médecine a été considérée, ou en tout cas partiellement, comme on soigne, comme on répare une voiture, c'est-à-dire que quand on est malade, on se fait soigner, et quand on est guéri, on ne va plus voir le médecin. Eh bien, cette médecine arabe et la médecine antique considérait que la partie de prévention était un des 3 aspects fondamentaux de la médecine et ne devait pas du tout être négligé par le médecin, puisque le meilleur moyen de ne pas mourir de maladie, c'était déjà de ne pas tomber malade, et que donc pour ne pas tomber malade, il fallait faire attention à tous les éléments qui peuvent avoir une influence sur le corps. On en énumérait d'ailleurs 6 traditionnellement, et parmi ces éléments, évidemment, il y a ce que l'on boit et ce que l'on mange. Et en fonction de ce que vous mangez et de ce que vous buvez,
eh bien, vous allez changer l'intérieur de votre corps et donc vous rendre plus apte à être sain ou au contraire plus enclin à contracter une maladie. Et Avicenne, là où il est extrêmement important, c'est que c'est un esprit systématique et il s'est efforcé de regrouper ces éléments, après d'autres, hein, il n'est pas le seul, mais c'est un de ceux qui a été le plus systématique dans sa présentation, en essayant de tout regrouper. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement ce que l'on mange et ce que l'on boit, mais il faut aussi tenir compte du climat extérieur, des occupations, hein, par exemple du métier. Avicenne parle de ça, c'est-à-dire qu'il remarque que certaines personnes, en fonction de leur métier, sont plus enclins à telle ou telle maladie, on dirait professionnelle, le sexe, l'âge, etc. Et donc Avicenne va construire, donc à la suite, voilà, des auteurs antiques, mais de manière extrêmement systématique, une hygiène. Hein, on parle de diététique, c'est-à-dire une manière de se comporter pour éviter de tomber malade ou, si on est malade, ben pour atténuer les effets de la maladie. Joël Chandelier, peut-on expliquer cette pensée, cette attention portée à l'hygiène du corps, à l'hygiène même du tempérament des Avicenne, au monde perse? C'est-à-dire qu'au même moment en Occident, la médecine est-elle très différente ou est-ce que vraiment nous sommes sur des voies similaires? En tout cas, nous sentons malgré tout qu'avec Avicenne, il y a quelque chose de particulier, ce qui explique d'ailleurs sa postérité. Alors, les principes sont à peu près les mêmes. En Occident, même si la médecine est beaucoup moins développée avant l'arrivée des textes arabes, les principes sont restés à peu près les mêmes depuis l'Antiquité. Simplement, qu'est-ce qui est différent avec Avicenne et avec tous les auteurs de son époque? C'est la masse de connaissances accumulées. C'est-à-dire que il y a une quantité qui fait vraiment franchir un niveau extrêmement important. Dites-vous que dans le canon d'Avicenne, donc son grand ouvrage, il consacre tout un livre aux différents médicaments. Et il fait une liste avec à chaque fois explication de l'origine de la plante ou de la substance, la manière de l'utiliser, contre quelle maladie, etc. Il en liste 760 environ, un peu plus de 760, et il va piocher partout, c'est-à-dire dans tous les textes auxquels il a pu avoir accès, grec, indien, persan. Il va ajouter des exemples de choses qu'il connaît, qu'il a pu voir. Hein. On a des plantes qui viennent de la région de Bukhara. Donc, c'est l'accumulation qui est sans commune mesure avec ce que l'on peut avoir en Occident qui fait cette différence. Et l'idée, du coup, que tous les éléments de la vie, hein, tous les aliments que l'on ingère, tout ce que l'on peut faire dans les activités physiques, de l'exercice notamment, et bien tout ça a une influence sur la santé et que donc le rôle du médecin est beaucoup plus important. C'est pas uniquement quelqu'un qui vient intervenir ponctuellement, c'est quelqu'un qui doit surveiller l'ensemble de votre vie pour la conduire à la santé la plus parfaite, la plus permanente, si on peut évidemment. Joël Chandelier, je vous propose la lecture d'un autre extrait d'un écrit d'Avicenne, mais pas n'importe lequel, son canon de la médecine, donc sa somme gigantesque, où Avicenne évoque la nécessité d'entretenir son corps par de la culture physique, une lecture de Daniel Königsberg. La culture physique est le meilleur moyen pour prévenir les maladies par rétention, à condition qu'elles soient bien mesurées. Ainsi, elle active la chaleur interne et exerce le corps à la souplesse, car elle réveille une chaleur subtile qui dissout ou désintègre les substances résiduelles au fur et à mesure qu'elles s'accumulent. Souvent, les individus qui ne pratiquent pas la culture physique sont victimes de fièvre hectique, car les organes se trouvent affaiblis par manque d'exercice et ne reçoivent plus le souffle vital qui est l'instrument de vie de chaque organe. Daniel Königsberg qui nous lit Avicenne, canon de la médecine. Ce canon de la médecine, Joël Chandelier, a quelque chose de touchant en ce qu'il concentre l'ensemble des savoirs, mais également des observations, parce que ce que nous venons d'entendre, quand Avicenne dit que la culture physique est un bon moyen pour prévenir les maladies, etc., il y a aussi des observations. Avicenne n'est pas quelqu'un qui reste enfermé dans sa bibliothèque. Non, c'est un homme extrêmement actif, à la fois comme médecin et aussi comme homme politique. Hein. Il a été quand même vizir de puissants émirs, donc c'est-à-dire l'équivalent de premier ministre. Donc oui, non, c'est pas du tout quelqu'un qui considère que la médecine c'est un traité théorique. Un canon, ça, en fait, le titre est d'ailleurs assez révélateur. Canon, ça vient du grec et ça veut dire règle. Et c'est un terme qui a été translittéré immédiatement en arabe. Et en fait, le canon, ce sont les règles de la médecine. Et ce qu'il dit, je ne peux pas vous expliquer dans un livre l'acte lui-même, le geste, parce que le geste, ça s'apprend par l'expérience, par la pratique. Donc ça, je ne peux pas le transmettre. En revanche, ce que je vais vous transmettre, c'est les règles qui vont encadrer ce geste.
Et donc, même quand il parle de choses théoriques dans son canon d'Avicenne, il ne perd jamais de vue le fait que la médecine a nécessairement un but pratique, un but concret. Et il lui arrive assez régulièrement de le rappeler, tout en faisant vraiment cette distinction, en disant, eh bien, la médecine ne peut pas entièrement s'apprendre dans des livres. Par contre, les règles, elles, s'apprennent totalement dans les livres. Et donc, c'est pour ça que parfois on l'a accusé est un bien grand mot, mais disons qu'on a considéré que c'est un auteur uniquement théorique. Certes, c'est vraiment un penseur, hein, c'est un théoricien, mais il n'imagine pas que la médecine, c'est juste un travail de bibliothèque. C'est un travail très concret et que lui-même donc a pratiqué, comme on l'a dit tout à l'heure. En donnant des conseils, notamment des conseils alimentaires. Pour Avicenne, il est nécessaire de bien faire attention à ce que l'on choisit comme aliment, que ce ne soit pas trop lourd, que ce soit de bonne qualité. Eh bien, écoutez, je vous propose tout simplement un cha-cha, mais celui-là, il est pas persan, mais c'est pas grave, mais il vante les tomates et il est chanté en 1960 par Jacques Harry. Un conseil, madame, un conseil, monsieur. Mangez, mangez sain, mangez frais, mangez des tomates. Mange des tomates, mon amour. Mange des tomates nuit et jour. Ça donne bonne mine, c'est plein de vitamines. Vitamine A, B, C, c'est bon pour la santé. Les acrobates, les pêcheurs, les diplomates, les boxeurs délaissent les patates pour ce fruit écarlate. La tomate en salade ou tomate farcie. À l'opéra, en chantant la Tosca, un grand ténor ayant manqué le la. En reçu ce soir-là, des tas, sa femme en sortant de là le consola. Mange des tomates, mon amour. Mange des tomates nuit et jour. Ça donne une bonne mine, c'est plein de vitamines. Vitamine A, B, C, c'est bon pour la santé. Ce sont les tomates, chantées par Jacques Harry en 1960, un cha-cha-cha persan pour évidemment des tomates farcies dans le cours de l'histoire, une émission réalisée par Milena Elig avec aujourd'hui à la technique Nasser Moussaoui. Et aujourd'hui, nous sommes partis à la rencontre d'un personnage fascinant par sa vie, fascinant par le rayonnement de sa pensée, rayonnement géographique entre l'Orient et l'Occident et rayonnement à travers les siècles. Il s'agit d'Avicenne. Vous nous en parlez, Joël Chandelier, et je voudrais que l'on s'attarde sur cet ouvrage, sur cette somme, sur le canon de la médecine, l'ouvrage d'Avicenne. Donc là, on est au début du XIe siècle. Comment se construit cet ouvrage? Vous nous avez dit que c'est un ouvrage qui a une utilité pratique. Donc c'est un canon, une somme, c'est aussi presque un manuel. Oui, tout à fait. C'est un manuel. Hein. D'ailleurs, Avicenne dit au début qu'il l'a écrit à la demande d'un ami inconnu qui lui a demandé de lui donner toutes les règles nécessaires pour pratiquer ensuite la médecine. Et il dit, je vais te faire un livre où il y aura tout. Il dit même, évidemment toujours avec cette prétention qui est un peu sa marque de fabrique, une fois que tu auras lu ce livre, tu sauras tout ce qui est nécessaire et tu n'auras juste qu'à te consacrer à la pratique. C'est-à-dire qu'il y a absolument tout dans ce livre. Donc c'est vraiment un manuel, c'est exactement le terme. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il a été reçu, puisque il est de fait devenu un manuel de médecine dans le monde islamique d'abord, puis dans le monde occidental, et même au-delà. C'est quelque chose qui est assez connu. C'est toujours un manuel de médecine traditionnelle en Inde, ce qu'on appelle la médecine Unani, qui est une médecine en fait d'origine grecque. Mais en fait, le manuel aujourd'hui, c'est le canon d'Avicenne qui continue à être enseigné dans des écoles traditionnelles de médecine indienne. Donc ça, c'est complètement inattendu, mais il continue à avoir cette influence jusqu'à nos jours. Oui, et puis il faut rappeler aussi que l'influence grecque jusqu'en Inde remonte à l'Antiquité, mais c'est vrai que les Grecs s'étaient installés jusqu'en Inde. Alors ils sont partis ensuite, mais ils ont laissé malgré tout leur savoir. C'est-à-dire que quand Avicenne dispose du savoir venu de la Grèce antique, il n'y a pas besoin non plus de se déplacer trop loin, puisqu'il y a déjà un terreau qui mélange les différents savoirs, qu'ils viennent d'Inde, de ce qui devient la Perse et puis de la Grèce antique.
Oui, tout à fait. Il ne faut pas imaginer ces civilisations, ou même ce terme même d'ailleurs est problématique, pour cette raison même, comme des entités séparées qui se seraient développées chacune dans leur coin, et puis qui d'un coup rentreraient en contact et ça créerait des étincelles, alors positives ou négatives. Non, ces échanges existent depuis très longtemps, ont toujours existé en réalité. D'ailleurs, les Persans d'avant l'arrivée de l'islam considéraient qu'Alexandre était un destructeur et qu'il a volé toutes les sciences de la Perse, et qu'en fait la science grecque c'est la science perse. Donc ce sont des traditions qui existent depuis très longtemps, et effectivement les contacts, il faut les imaginer permanents. D'une certaine manière, l'absence de contact qui a eu lieu autour de la Méditerranée au début du Moyen-Âge n'est pas l'exception, mais disons n'est pas la norme en tout cas. Et au contraire, les idées circulent du moment évidemment que les sociétés sont intéressées au sujet, que ce soit scientifique ou philosophique. Et ce que vous dites là, Joël Chandelier, est essentiel parce que dès qu'il s'agit de la médecine, nous sommes sur des questions qui obligatoirement intéressent. Et si nous reprenons le canon d'Avicenne, il y a quelque chose comme ça, où nous évoquions son côté manuel, donc il suffit de regarder quelle partie du corps est douloureuse ou est malade, et puis il y a des solutions. Mais c'est vrai que sur ces questions-là, nous sommes sur un intérêt qui dépasse amplement une zone géographique. C'est aussi ça qui explique le succès d'Avicenne jusqu'en Occident. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que on a tendance, nous, à considérer, parce qu'on a un regard historique sur cette période, Avicenne comme un auteur donc musulman qui écrit en arabe, même si sa langue maternelle est le persan, et donc qui serait nécessairement à part du monde occidental. Mais si on se place à la fin du Moyen Âge, au moment où Avicenne est devenu, il faut imaginer que c'était le manuel de médecine de toutes les universités, au moins du sud de l'Europe. C'était l'Avicenne, c'est-à-dire que chaque étudiant avait son livre, et puis c'est là-dessus qu'il apprenait, un peu comme aujourd'hui, je sais pas, on pourrait trouver d'autres, le Dalloz, par exemple, en droit, ou ce genre de choses. Et donc, Avicenne n'était pas considéré comme un auteur musulman, ou en tout cas, on le savait, mais ça n'avait aucune espèce d'importance. Et d'ailleurs, on est assez étonné quand on lit les commentaires qui évoquent Avicenne. L'intérêt pour sa vie, pour sa religion est complètement nul, en fait. On s'intéresse pas du tout. Avant la Renaissance, on considère que c'est un grand penseur. Bon, certes, il n'est pas de la même religion, il ne vient pas du tout du même endroit, mais du coup, c'est pas très important, parce que ce qui est important, c'est ce qu'il dit. Or, ce qu'il dit, eh bien, c'est ce que disent les auteurs universitaires. C'est bien mieux que ce que dit Galien. En tout cas, beaucoup d'entre eux pensent ça. Non pas qu'il soit meilleur médecin, donc que ce grand médecin fondateur de la discipline dans l'Antiquité, mais plutôt il est beaucoup plus clair. Les auteurs universitaires, entre eux, c'est vraiment entre le XIIIe et le XVIIe siècle, disent bon, Galien, certes, c'est le meilleur, c'est sûr. Simplement, on n'y comprend rien, c'est compliqué, il passe son temps à se répéter, c'est mal organisé. Au moins, dans le canon d'Avicenne, tout est structuré, il y a un plan, c'est bien organisé, on sait exactement où on va, les choses sont cohérentes, et donc c'est beaucoup plus facile pour les étudiants de travailler à partir de ça. Et on a un témoignage à Leipzig d'un médecin qui a fait ses études au milieu du XVIe siècle, et son professeur, il rappelle ça dans ses mémoires, son professeur lui répétait que on ne peut être qu'un bon médecin que si on est avicénien. Donc voilà, c'était vraiment le modèle absolu. Et l'aspect, il y a des évocations du fait qu'il n'était évidemment pas latin, pas chrétien, mais ça reste toujours secondaire. Ça reste toujours secondaire, Joël Chandelier, et donc cet écho universitaire vous intéresse particulièrement. C'est votre doctorat médecine arabe et milieu universitaire en Italie avant la peste noire, donc avant le XIVe siècle. Vous avez cherché, j'imagine, dans les bibliothèques. On trouve donc des Avicenne, donc des livres d'Avicenne, qui étaient destinés aux étudiants. On a aujourd'hui conservé dans les bibliothèques des exemplaires, donc anciens, copiés, recopiés, sans cesse. Oui, on a des centaines de manuscrits du canon d'Avicenne, ce qui est un chiffre énorme, parce que les manuscrits, évidemment, en plus c'est un texte qui est très très long, donc ça prend généralement deux gros volumes in folio, écrits tout petit, donc c'est pas un livre qu'on peut recopier facilement, donc plus de 200, 300 exemplaires, c'est énorme, conservés aujourd'hui, et la plupart d'entre eux ont été possédés par des médecins. Alors pourquoi on le sait ? Parce qu'il y a tout simplement des notes marginales d'étudiants ou de maîtres dans donc les marges du texte qui expliquent le texte quand il est compliqué, quand il y a des passages, parfois la traduction n'est pas toujours très très précise, donc on essaye de comprendre un peu ce qu'il en est. Et c'est la même chose à partir de l'imprimerie. Quand l'imprimerie arrive à la fin du XVe siècle, c'est un texte qui va être imprimé plus de 100 fois. Jusqu'au XVIIe siècle. Et juste un dernier exemple qui vous montre l'importance de ce texte en Occident. Le premier texte imprimé,
en arabe, c'est-à-dire en caractère arabe. L'impression date de la fin du XVIe siècle, et c'est évidemment la Bible, publiée à Rome. Je dis évidemment parce que l'imprimerie n'est arrivée dans le monde musulman qu'un peu plus tard. En revanche, le deuxième texte, publié à Rome, eh bien c'est le canon d'Avicenne. Donc le premier texte qu'on publie en caractère arabe, imprimé, c'est un texte religieux, mais ensuite, le premier texte non religieux, c'est le canon d'Avicenne. Donc ça vous montre que si on publie ce texte à ce moment-là, c'est qu'il y a un marché, et que ce marché, il est tout simple à trouver, ce sont les étudiants. Oui, parce que l'histoire culturelle se marie bien à cette histoire économique, sociale. C'est vrai que l'on publie des livres si on trouve des clients. Sinon, ça n'a pas tellement d'intérêt. C'est vrai que tout s'explique avec cet intérêt porté sur Avicenne sur le temps long. Et Joël Chandelier, je vous propose de retourner dans l'amphithéâtre Richelieu à la Sorbonne le 14 mai 1954 pour un colloque organisé pour fêter le millénaire de la naissance d'Avicenne, et c'est André Marie, ministre de l'Éducation nationale, qui prend la parole et qui expose ce que la France doit à Avicenne. Pour mesurer ce que la France, et plus généralement l'Europe, doivent à Avicenne, il suffit de songer que ce personnage, rayonnant de savoir et d'universalité, atteignait sa pleine maturité vers l'an 1000, c'est-à-dire à une époque où le Moyen-Âge occidental baignait encore dans une obscurité culturelle profonde que ne parvenait pas à dissiper l'effort méritoire et laborieux de quelques clercs isolés. Dans les siècles qui suivirent, lentement, très lentement, la lumière nous vint enfin, d'Orient comme toujours, les lueurs du puissant flambeau allumé par Avicenne furent parmi les premières à nous éclairer. Joël Chandelier, quand on entend un ministre de l'Éducation nationale en 1954, André Marie, donc vanter la figure d'Avicenne, nous le sentons bien ici, cette volonté d'avoir un personnage qui parle à tous, dans une vie où sont gobés en fait tout ce qui pourrait, alors non pas gêner, c'est pas tellement la question, mais moins intéressé. C'est-à-dire qu'on a réduit Avicenne à son rôle de médecin, alors que la vie d'Avicenne est beaucoup plus riche. Vous avez évoqué, il a été vizir, il a eu un vrai rôle politique. Oui, et surtout c'est un très grand philosophe. À vrai dire, sa contribution à l'histoire de l'humanité est aussi importante, mais peut-être plus importante en philosophie. En tout cas, c'est ce que penseront évidemment les philosophes qu'en histoire de la médecine. Et donc, pourquoi on a mis en avant la figure du médecin, et on a évoqué aussi tout à l'heure le film récent qui vraiment le montre en médecin. Il y a le livre de Gilbert Sinoué sur la vie d'Avicenne, qui est un roman d'aventure très passionnant. Eh bien, c'est parce que c'est souvent plus facile en fait à transmettre et à comprendre l'influence qu'a pu avoir un auteur du point de vue médical que d'un point de vue philosophique. Évidemment, si vous expliquez des questions métaphysiques, ce sera plus difficile à imaginer. Mais il y a une autre raison plus profonde, à mon sens, c'est qu'Avicenne, son héritage en médecine, disons, est peu sujet à controverse, c'est-à-dire que c'est un auteur, certains n'ont pas été d'accord avec lui, il y a des auteurs qui n'ont pas du tout aimé le canon d'Avicenne, ont trouvé qu'il y avait des erreurs, que c'était pas bien, mais enfin la majorité a considéré que c'était une excellente synthèse, un très très gros travail. En revanche, du point de vue philosophique, il a eu beaucoup d'ennemis, et du coup sa figure est un peu plus controversée, on va dire, y compris d'ailleurs en Occident. Il a été plus facilement balayé par des attaques qu'en médecine. Donc c'est pour ça qu'il est plus consensuel. Quand on veut faire une commémoration d'Avicenne, il va être beaucoup plus facile de rappeler sa grande contribution à l'histoire de la médecine que d'évoquer ses contributions en philosophie ou en sciences, où là, évidemment, c'est plus sujet à discussion, on va dire. Bien justement, nous allons faire un écho à ces discussions autour du personnage d'Avicenne. Alors, au moment où l'on fêtait un autre millénaire d'Avicenne, mais c'est toujours selon les calendriers qui s'appuient sur les gyres ou puis sur l'ère chrétienne, c'était un millénaire en 1980, et nous allons voir que la question d'Avicenne se pose de nouveau sur la pensée d'Avicenne. Avicenne, étonnamment récupéré par l'URSS, Avicenne est né en Ouzbékistan, donc qui est rattaché à l'URSS, c'est Sleiman Amar, professeur de psychiatrie et de psychologie médicale à la faculté de Tunis, qui évoque le personnage d'Avicenne dans les dialogues France Culture le 14 avril 1981. On dit que Avicenne n'était pas un libre penseur. Les soviétiques essaient de l'accaparer pour des raisons, disent c'est le libre penseur. Il n'était pas libre penseur parce que il était croyant. Et quelqu'un qui, avant de mourir, récite par 3 fois tout le Coran dans son entier,
je pense qu'il avait quand même un certain attachement à la foi islamique, malgré précisément ces sautes, je peux dire des sautes d'humeur, et ces révoltes peut-être intérieures que son génie scientifique arrivait à créer en lui, n'est-ce pas? Il y avait des moments où il butait sur certaines choses. Alors bon, Galien était difficile à concilier avec Aristote, parce qu'Aristote et Platon, n'est-ce pas, qu'il a étudié plus particulièrement, Aristote et Platon n'ont pas parlé de révélation. La révélation n'existait pas chez eux. Par contre, Galien, l'éminent Galien, qui a été souvent cité par les médecins arabes et par Avicenne, était beaucoup plus proche des médecins arabo-islamiques parce qu'il était croyant. Slimane Amar, professeur de psychiatrie à la faculté de Tunis, qui évoque Avicenne et qui rappelle qu'Avicenne n'était pas un libre penseur, contrairement à ce que certains ont voulu imposer comme image, parce que ça les arrangeait, notamment en URSS. Avicenne est un personnage qui est baigné de religion, mais comme tous les hommes de son temps, fin 10e, début 11e siècle. Joël Chandelier. Oui, alors pour cette question de la récupération d'Avicenne, c'est vrai que c'est comme tous ces grands personnages, il est très tentant de le récupérer. Alors évidemment aujourd'hui en Ouzbékistan, c'est un peu une figure majeure. À l'époque soviétique, évidemment, on l'utilisait dans un sens particulier. Les Persans le revendiquent puisque sa tombe est en Iran aujourd'hui. Donc il est réclamé par toutes sortes de pays, de religions, de cultures différentes. Et en fait, la vraie figure d'Avicenne dans ses récupérations semble un peu lointaine. Alors, il est certain que c'était pas un libre penseur. Déjà, ce que rappelle l'interview, c'est que effectivement, il avait appris le Coran dès son plus jeune âge. Il a appris le droit musulman aussi. Il a été critiqué à un moment de sa vie pour ne pas être assez versé dans les sciences traditionnelles des Arabes, pas tellement d'ailleurs religieuses, mais plutôt grammaire, philologie. Comme c'était quelqu'un d'orgueilleux, il s'y est mis et évidemment a dépassé tout le monde par son talent. Donc c'est pas du tout quelqu'un qui était en marge de son monde, et y compris du point de vue religieux, il était sans doute pas du tout. C'est certain qu'il n'était pas du tout irréligieux. Mais il y a deux choses qui ont pu laisser penser un peu cela. La première, c'est que il ne s'est pas intéressé à la religion en tant que telle. Ça ne l'a pas beaucoup intéressé en tant que ce qu'était l'étude de la religion de son temps, c'est-à-dire par exemple le droit. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est intéressé au droit musulman, et même il considérait probablement que les modes de raisonnement du droit musulman étaient légitimes, mais n'étaient pas assez élevés, disons, par rapport à son génie. Il préférait les raisonnements scientifiques, philosophiques. L'autre raison, c'est qu'il a été attaqué par ses ennemis justement sur ces questions religieuses. Ça lui est arrivé dans ces contextes de lutte entre savants pour s'attirer les faveurs de tel ou tel souverain qui protégeait les philosophes et les lettrés. Ça lui est arrivé de se confronter à des gens qui, du coup, pour diminuer sa position, l'accusaient d'irréligion. Par exemple, il a été accusé d'avoir imité le Coran, d'avoir écrit des poésies imitant le style du Coran, ce qui évidemment est totalement interdit, puisque le Coran, par principe, c'est un dogme, est inimitable. Et donc, si vous essayez d'imiter le Coran, en fait, votre orgueil essaye de vous égaler, d'égaler le niveau de Dieu, et donc c'est évidemment tout à fait interdit. Alors, il s'est évidemment défendu, et ça ne lui a pas vraiment porté préjudice. Et ce genre d'accusation, portée de son temps, et porté ensuite par des penseurs un peu rigoristes dans les siècles qui ont suivi, après sa mort, au moment où la philosophie pouvait parfois être critiquée par des penseurs religieux, eh bien ça a d'une manière en fait un peu en creux, ça a constitué cette légende d'un auteur irreligieux, ou en tout cas libre penseur, ce qui n'a sans doute jamais été, ce que l'on peut tout juste dire, c'est que il était religieux comme un homme de son temps, intéressé aux questions religieuses, mais voilà, il n'a sans doute jamais fait preuve d'une piété démonstrative majeur, ni d'un intérêt pour les questions théologiques essentielles. Ses intérêts étaient autres, mais il était inscrit dans son temps du point de vue religieux. Joël Chandelier, justement, pour illustrer combien le canon de la médecine d'Avicenne fait l'unanimité, contrairement à ces questions religieuses, qui déjà de son temps ont divisé ensuite. Et puis, c'est vrai que intéressait sans doute moins en Occident. Je vous propose une autre lecture donc de ce canon par Daniel Königsberg, où cette fois-ci les questions de l'habitat et des effets de l'habitat, on va dire aujourd'hui de l'environnement, sur la santé. Les conditions de l'habitat et leurs effets sur la santé du corps varient avec l'altitude. Le relief environnant, la proximité des montagnes, la nature du terrain qui peut être argileux ou marécageux ou couvert d'humus,
avec sa composition minérale, ses réserves d'eau, la présence de végétation, la présence de gisements minéraux, l'existence de cimetières, de charniers, etc. Daniel Königsberg qui lisait un extrait du canon de la médecine d'Avicenne, et nous sommes étonnés, pour utiliser un mot galvaudé, de la modernité d'un texte pareil, au sens où cela nous paraît à la fois mêlé de bon sens, parce que ça nous parle à nos préoccupations du moment, et pourtant ça ne l'est pas tant que ça, c'est-à-dire que Avicenne est un moment dans l'histoire de la médecine, un moment qui rayonne pendant des siècles. Oui, c'est-à-dire que sur ces questions de climat, c'est comme ça qu'on qualifie les choses, d'air, de climat. Une des théories sur laquelle insiste beaucoup Avicenne, c'est la question de la contagiosité des maladies et de la manière dont elles se répandent massivement. C'est-à-dire non pas dans une seule personne qui tombe malade, mais quand plusieurs personnes tombent malades de la même maladie. Et Avicenne s'est intéressé à cette question et a fait même une liste, une des premières listes des maladies contagieuses, considérées comme telles, et s'est intéressé à la causalité de ces maladies. Et il a un peu systématisé des pensées, évidemment, qui existaient avant lui, sur le rôle de l'environnement, de l'air, éventuellement aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la nourriture, de l'eau, pour provoquer des maladies massives, donc des épidémies. Évidemment, pour ça, Avicenne a aidé à comprendre, notamment quand la peste noire est arrivée. Son texte a été utilisé évidemment immédiatement pour essayer de comprendre ce qui se passait et essayer de trouver des solutions, ce qui évidemment n'a pas toujours marché. Ce qui n'a pas toujours marché, mais ce qui est essentiel en tout cas, parce que Avicenne, et c'était bien de le rappeler tel que vous l'avez fait, Joël Chandelier, a vraiment un écho sur le temps long, et on a envie de dire presque un écho aujourd'hui encore avec toutes ces préoccupations médicales. C'est vrai que c'est étonnant, et je vous l'assure, j'ai été étonné en lisant Avicenne, on dirait presque un manuel valable pour aujourd'hui, mais vous dites qu'il est encore utilisé dans certaines régions, vers l'Afghanistan, c'est ça, ou en Inde encore? En Inde, oui, en Inde musulmane. Merci beaucoup Joël Chandelier de nous avoir représenté Avicenne et surtout son rayonnement et comment il est passé jusqu'à chez nous en Occident. Merci à vous. Merci à vous. C'était le cours de l'histoire, une émission préparée par Anne Toscane Viudès, Marion Dupont, Camille André et Camille Rijade, une programmation assurée par Amélie Perrault. Merci à vous tous.